retrouve les experts de 7h15 sur Europe 1. Les experts d'Europe 1, Alex Taylor, Axel de Tarlet, Antonin André et Anne Le Gall. Bonjour à tous. Bonjour. On commence comme chaque matin avec l'économie et Axel de Tarlet. Axel, les chaînes de restaurants sont en grande difficulté financière. Il y a Hippopotamus, Bistrot Romain, Chez Clément. Toutes ces enseignes accumulent les pertes et doivent renégocier leurs dettes. Ça va mal. Exactement, on l'a appris hier, c'est une information du Monde qui a été confirmée depuis. Donc la chaîne Chez Clément a déposé le bilan le mois dernier. On sait que le groupe Flo, alors ce sont Hippopotamus, Bistrot Romain, Table à Pizza, Maître Canter, plus de 300 restaurants qui affichent des pertes records. En fait, ces chaînes subissent plusieurs vents contraires. D'abord, il y a la crise, le chômage, on va moins au restaurant et quand on y va, on économise, on prend le café, on prend pas le café, on va le prendre à la maison justement, ou alors carrément, on prend un sandwich à midi. Deuxième vent contraire, les attentats du 13 novembre, notamment à Paris. Conséquence, les restaurants, fréquentation divisée par 2. Et puis c'est quand même des chaînes qui ont un petit peu vieilli. Voilà, et ça c'est exactement, c'est le troisième point, ce sont des clients mécontents. D'abord par l'accueil, à cause de l'accueil, pas toujours fantastique. Et c'est vrai que ces chaînes ont beaucoup de mal à trouver du personnel, il y a beaucoup de turnover. Et puis il y a le nerf de la guerre, l'assiette. On a l'impression dans ces chaînes, alors à tort ou à raison, je ne veux pas me fâcher, mais on a parfois l'impression d'une offre standardisée avec des plats déjà tout prêts qu'on va simplement réchauffer. Et ça, c'est pas du tout... C'est pas qu'une impression, ça. Les plats sont standardisés, voilà, c'est les chaînes. Voilà. Mais c'est vrai que la tendance du moment, c'est d'avoir... c'est le fait maison, c'est le sur-mesure, c'est le bio. Et du coup, ça colle très mal avec l'esprit de chaîne. Et d'ailleurs, les petits bistrots s'en sortent bien mieux. Et ça, c'est l'une des conséquences très positives de l'interdiction de la cigarette en 2008. C'est comme les bars-restaurants ont perdu toute la clientèle, vous savez, de piliers de bar qui étaient au comptoir et qui fumaient et qui buvaient. Bah, du coup, les bars-restaurants trouver une autre clientèle et ils se sont mis à faire de la vraie cuisine et à attirer des familles, etc. Et ils ont concurrencé toutes ces chaînes qui, du coup, aujourd'hui, déposent plus ou moins le bilan. Et ce sont donc des emplois qui sont largement menacés avec tout ça. Ça marche, les petits bistrots, du coup. Il y a aussi toutes ces applis. On voyait des affiches il y a quelques mois. On se fait livrer chez soi les plats des restaurants. Absolument. C'est un peu genre Uber, mais pour les restaurants, c'est peut-être ça qui... Et en tout cas, les gens veulent du bon et de la qualité. C'est là-dessus que ça se joue maintenant. Absolument. La politique, Antonin André, Christiane Taubira. Ça faisait longtemps. La ministre de la Justice, Antonin, persiste. La déchéance de nationalité n'est pas souhaitable pour les binationaux nés français. Elle aura une efficacité dérisoire. Voilà ce qu'elle a répété chez nos confrères d'ITélé hier soir. Elle persiste et signe donc alors même que le président de la République a rendu son arbitrage en faveur de cette déchéance de la nationalité, que le débat était tranché. Mais qu'est-ce qui se passe encore, Antonin ? Un ministre, Thomas, ça ferme sa gueule. Si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Voilà, vous connaissez vos classiques. C'est Jean-Pierre Chevènement en mars 83. Il démissionne pour protester contre le tournant libéral de François Mitterrand. Christiane Taubira pourrait s'en inspirer parce que c'est vrai que c'est l'honneur aussi d'un ministre de faire passer ses convictions avant son marocain. Mais non, Christiane Taubira fait de la provoque. C'est la deuxième fois qu'elle prend position sur la déchéance de nationalité contre l'arbitrage du président de la République, alors même que le gouvernement tente d'apaiser le débat. Et le comble, c'est qu'en tant que ministre de la Justice, c'est elle qui devra défendre le texte de la réforme constitutionnelle au Parlement. Oui, une réforme à laquelle elle n'adhère pas. Christiane Taubira défie purement et simplement l'autorité de François Hollande. Ce que vous nous dites, Antonin, c'est que François Hollande n'a pas d'autre choix que d'exfiltrer Christiane Taubira, qui est quand même une figure de la gauche. C'est un symbole pour une partie de sa majorité. C'est pas la partie de la majorité qui préfère François Hollande aujourd'hui, en plus. Non, vous avez raison. Taubira, c'est une figure de la gauche qui est attachée à l'égalité, à la justice sociale. Mais est-ce que vous croyez que son maintien au gouvernement ramènera un bénéfice politique à François Hollande, que parce qu'elle est là, ses amis, Cécile Duflot, les frondeurs, feront campagne pour François Hollande à la présidentielle? Évidemment non. À l'inverse, la garder pour François Hollande, elle qui condamne régulièrement ses choix, ça finit par abîmer sa détermination, sa force de conviction à lui. La garder, en fait, c'est presque suicidaire. Et je vais faire un parallèle avec l'époque Jospin, 2002. Jospin est candidat à la présidentielle. Taubira se présente contre Lionel Jospin, battu au premier tour. Certains socialistes pensent encore aujourd'hui que c'est Taubira qui a fait perdre Jospin. Ça s'était joué à quelques centaines de milliers de voix. Exactement. Et la question, c'est donc, est-ce qu'elle peut faire perdre aujourd'hui François Hollande ? Alors à l'époque, François Hollande était spectateur. Cette fois, il est acteur. Il a le pouvoir, donc il peut écarter Christiane Taubira. Le fera-t-il ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'hier, à l'Élysée, à chaud, je percevais de l'embarras, de la lassitude, mais pas de colère froide annonciatrice d'une telle sanction. On va voir dans les heures qui viennent. On a l'impression que pour l'instant, 7h19, ça passe encore. Ça passe, mais... C'est chaud. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? C'est chaud, il reste dans la thématique restauration. Voilà, ça, c'est chaud. Alex Taylor, tiens, vous nous exhumez Otzi, l'homme des glaces, vous, ce matin. Non, je vous le décongèle. Nuance. Thomas, c'est très excitant. On vient tout juste de déchiffrer la séquence ADN des bactéries dans le ventre de l'homme des glaces. Je vous rappelle, vieux de 5300 ans, trouvé en 91 par des randonneurs allemands en Italie. Alors, on l'avait décongelé momentanément de
2010 en fait, à l'Institut des momies et de l'homme des glaces à Bolzano, quand une telle chose existe. Au bout de 5 ans de travail pointu donc, à l'aide de nouvelles techniques pour extraire de l'ADN, un groupe viennois a identifié qu'Ötzi portait le Helicobacter pylori. C'est une bactérie qui perturbe beaucoup l'estomac, ce qui n'est pas une mince affaire car Ötzi depuis le temps est dépourvu de muqueuse comme vous pouvez l'imaginer. Bon, donc il avait mal au ventre et alors C'est pas n'importe laquelle bactérie, mon cher Thomas. Le H. pylori se transmet avec le contact intime, donc c'est la meilleure source possible d'infos sur les mouvements migratoires dans l'histoire. Vous commencez à comprendre. Aujourd'hui, 50% d'entre nous dans le monde sont porteurs de ce germe et en Europe, nous avons une souche hybride entre des lignées africaines et asiatiques. Mais à la grande surprise générale, c'était incroyable hier, Ötzi a le H. pylori uniquement asiatique, laissant penser à une grande vague migratoire en Europe depuis le sud, beaucoup plus récente. On refait la carte des migrations grâce à lui. Que ce que l'on pensait jusque-là. Car le croisement des souches a dû forcément se produire dans les 5000 dernières années, depuis Ötzi. Donc vous me suivez. Voilà, c'est très excitant. Ça sort dans la revue Science américaine. Aujourd'hui, ce matin. Nous, les Européens, on est en Europe depuis moins de 5000 ans. On est venus d'Afrique. C'est pas exactement ça. En gros, nos bactéries sont de souches différentes et on peut prouver qu'il y a eu beaucoup plus de migration depuis le sud du monde. Pas chacun chez soi déjà à l'époque. Plus récemment. Il y avait des échanges. On va continuer à innover parce que c'est un peu d'innovation avec vous ce matin, Alex. Mais cette fois, c'est avec Anne Taylor. Anne Le Gall, Ça y est, elle est mariée. Je la fais en français, je vous préviens. Anne Le Gall, donc, qui nous parle de l'industrie textile ce matin avec le jean qu'on ne lave plus, Anne. Oui, la start-up américaine Odo lance le premier jean auto-nettoyant du monde. On vous a mis la vidéo sur Twitter avec le hashtag un matin. Là-dessus, sur ce jean, le café, le ketchup, le vin coulent comme sur une toile cirée et puisqu'il y a de minuscules picots à la surface du tissu qui le rendent anti-tache et empêchent les molécules et la saleté donc d'adhérer au tissu. Je crois que le patron de Levi's disait qu'il ne lavait jamais ses jeans, mais absolument, au-delà de ça, ça sert à quoi de ne pas laver son jean? Alors ça sert à protéger l'environnement et c'était l'argument justement du patron de Levi's puisque ça permet d'économiser les ressources en eau. Un lavage de jean par semaine, ça correspond à peu près à 7200 verres d'eau par an, donc c'est 5 ans d'eau potable pour un homme. C'est ce qu'affirment donc les inventeurs de ce jean auto-nettoyant. Il va finir par sentir mauvais, Eh bien non. Non, il ne sentira pas mauvais car ce jean il contient entre 10 et 15 grammes de particules d'argent qui sont incrustées dans les fibres. Donc ces particules résistent au lavage et ces particules ont un effet antibactérien car elles perturbent la division cellulaire des bactéries. Donc les bactéries ne peuvent pas proliférer. Donc pas d'odeur. Non, voilà, et c'est très sérieux. On utilise aussi ce principe dans la combinaison des astronautes puisqu'évidemment ils ne peuvent pas laver leur combinaison dans l'espace. Donc si l'un d'entre vous veut tester ce jean, il faudra cependant pour la modique somme d'une centaine d'euros. C'est précisément en vente sur Kickstarter pour $109, mais on ne pourra le tester que dans 6 mois. Ça dit le vrai problème du jean, c'est la fabrication de jean qui consomme des milliers de litres d'eau. Absolument. WWF, donc le Fonds mondial pour la nature, disait qu'il faut 11 000 litres d'eau par jean si on comprend la culture du coton. Incroyable. 11 000 litres d'eau pour un jean. Merci les experts. On vous retrouve lundi matin à 7h15 sur Europe 1. À lundi. À lundi.